Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous politiques des Indes Radio Métro News LCI. Nous recevons aujourd'hui François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pendant 50 minutes pour revenir sur ce qu'on pourra appeler votre retour aux sources. Allez, puisqu'après avoir appelé à voter François Hollande en 2012, vous vous apprêtez à annoncer un accord avec l'UDI de Jean-Louis Borloo, plus proche de l'UMP, ce qui pose de nombreuses questions que nous allons aborder avec Christophe Joly, rédacteur en chef du quotidien Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI, mais qui voudrait commencer par une question sur ce qui est devenu en 24 heures l'affaire Leonarda. François Bayrou, on ne vous a pas encore entendu sur cette affaire de cette jeune collégienne qui a été interpellée alors qu'elle était dans un bus scolaire. Est-ce qu'en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, est-ce que d'abord cette interpellation vous choque sur cette affaire précise ? Il y a deux choses à dire. La première, c'est que la loi doit être appliquée et respectée. Quand vous êtes le gouvernement, le pouvoir public, vous avez la responsabilité de la loi et de son application effective. Et deuxièmement, il y a l'événement précis de l'arrestation, ou en tout cas la prise de cet enfant dans un car scolaire pendant le temps scolaire, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discussions autour du fait que le voyage scolaire, c'est le temps scolaire, et il y a en France des règles, des circulaires, des instructions qui ont été données pour que ce ne soit pas à l'école ou dans le temps de l'école que ce genre d'arrestation ou en tout cas de prise de contrôle ait lieu. Voilà les deux choses à dire. Donc vous êtes d'accord avec Vincent Peillon qui s'est exprimé comme quoi il faut sanctuariser ? Mais ça n'est pas qu'il faut sanctuariser, c'est que l'école est sanctuarisée par un certain nombre de textes et de règles. Et il est bien légitime qu'il en soit ainsi. Parce qu'autrement, vous voyez bien à quel effet dramatique donc il ne fallait pas l'interpeller à ce moment-là. Je pense que de ce point de vue-là, les instructions, les règles n'ont pas été respectées. Mais je répète, la responsabilité du gouvernement est de faire appliquer la loi. Alors il y a une troisième chose à dire, si vous permettez. Cette famille était en France depuis 4 ans et 10 mois. Il y a donc un problème de longueur des procédures. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait que pour une intervention de la justice qui dit cette famille n'a pas le droit d'être en France, en particulier parce qu'elle n'a pas de revenus, par exemple. Comme vous savez, le temps où des ressortissants extérieurs à la communauté européenne peuvent rester en France sans revenus est limité à quelques mois. Et donc, il y a là quelque chose qui est un dysfonctionnement de notre système juridique qui fait que les procédures sont infiniment trop longues. Et c'est évident qu'au bout de presque 5 ans, alors que le terme pour la régularisation, c'est 5 années, au bout de presque 5 ans, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système. Alors, est-ce que très clairement, dans cette affaire, est-ce qu'il faut faire revenir cette famille en France ? Et d'autre part, est-ce qu'il faut des sanctions ? Est-ce que, par exemple, si il est avéré que ça s'est passé pendant le temps scolaire, est-ce qu'il faut sanctionner, par exemple, le préfet ? C'est la responsabilité du gouvernement. Moi, je crois qu'il faut éviter de faire comme ça des mises en accusation publiques. Et il y a peut-être une piste qu'on devrait explorer, c'est donner un coup de main à cette famille pour qu'elle s'intègre, un coup de main pour qu'elle retrouve un minimum de logement et d'intégration dans le pays d'où elle est originaire et qui, je rappelle, est extérieur à l'Union européenne. Donc vous ne souhaitez pas, comme par exemple les écologistes, à ce qu'il y ait un retour immédiat comme ils le réclament ? S'il y a un retour immédiat, ça veut dire un désaveu formidable de l'action publique et un scandale et des mises en cause. Oui, mais vous dites que la procédure n'a pas été respectée s'il y a interpellation dans le cadre du temps scolaire. Je pense que la procédure, en effet, on a pris trop de risques avec la procédure. Mais alors tant pis, on ne l'a pas respectée, tant pis. C'est très difficile d'être en charge de la politique de lutte contre l'immigration clandestine. C'est très difficile parce qu'il y a
bon, vous voyez bien toute une dimension humaine et personnelle et qu'il faut prendre en compte. Ceux qui font ça le font au nom du peuple français, au nom des citoyens et au nom de la loi. Et donc moi, je ne veux pas les mettre en accusation et je pense qu'il faut éviter des gestes et des décisions qui auraient l'air de montrer que notre pays ne peut pas s'affirmer dans le respect de la loi. Je voudrais dire une dernière chose sur cette affaire. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que François Hollande, président de la République, ne dit rien. On est dans une situation dans laquelle il y a visiblement polémique à l'égard d'un ministre de sa majorité, et le premier devoir du président de la République, c'est de dire quelle est la ligne du gouvernement et d'apporter son soutien, ou au contraire de prendre une position différente, mais d'apporter son soutien au ministre qui est celui de son gouvernement. Qu'attendez-vous qu'il dise alors ? J'attends qu'il dise d'abord qu'il intervienne. Une fois qu'il est intervenu, qu'il intervienne, qu'il parle. Alors, Nicolas Sarkozy parlait quelquefois très vite. Certains auraient dit trop vite. Mais là, François Hollande ne dit rien. Il laisse monter une espèce d'indécision, un maelstrom de mise en cause avec des mots qui sont terribles, terrifiants, ignobles, rafle, appel à la démission, venant de la majorité. Et donc, il faut que François Hollande s'affirme ou affirme la ligne qui est celle de l'État, puisqu'il est chef de l'État, et qui dise de manière claire où sont les orientations du gouvernement. Ce silence qui apparaît comme une indécision... Mais où devrait être cette ligne alors ? Quelque chose. Je l'ai dit, il faut que la loi soit respectée et il faut en même temps que les textes qui régissent la forme que prend la défense de la loi soient respectés. Donc ça l'oblige à choisir entre Valls et Payon dans le discours. Non, je ne crois pas du tout qu'il faille choisir entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Je ne pense pas ça une seconde. Je pense que tous les deux sont des piliers de la République. Je pense que Manuel Valls, comme tout le monde, a à l'esprit le fait que l'école n'est pas un lieu dans lequel on doit intervenir de manière brutale ou choquante. L'école est un domaine dans lequel il y a d'autres valeurs que les valeurs de la force. Alors, Frédéric, dernière relance sur ce sujet. Je veux insister sur ce point parce que c'est très important. Bien sûr, j'ai toute ma vie, y compris comme ministre de l'Éducation, défendu l'idée que à l'école, ça n'était pas la loi de la force qui doit s'appliquer. À l'école, c'est la loi du plus juste, du plus ouvert, des valeurs éthiques et civiques qui sont absolument respectées. Et c'est pourquoi on a pris un certain nombre de décisions qui touchent à l'école, par exemple sur les signes religieux. Comme vous savez, je suis l'auteur de la circulaire qui avait traité pour la première fois cette question. Frédéric Delpech. Justement, Manuel Valls, vous en parliez, on a le sentiment qu'il est devenu aujourd'hui l'homme à abattre à gauche. On demande sa démission du côté du front de gauche. Les écologistes prennent de plus en plus leur distance. Certains ministres même également prennent leur distance. Est-ce que ça veut dire que Manuel Valls, aujourd'hui, n'a pas sa place dans ce gouvernement tel qu'il est aujourd'hui ? Je pense que Manuel Valls défend une ligne qui est une ligne qu'on connaît bien, parce qu'elle a été illustrée par le passé par d'autres responsables politiques. Nicolas Sarkozy, par exemple, qui est une ligne que l'opinion soutient, parce que l'opinion a un très grand besoin d'autorité. Vous soutenez-vous ? Oui, que je soutiens, pourvu qu'elle ne soit pas trop mise en scène. Voilà. Parce que je pense qu'il y a aussi une réserve à avoir quand on défend des choses aussi importantes que celle-là. Il faut avoir dans l'attitude des pouvoirs publics et des responsables publics, il faut avoir une certaine réserve. Donc si on comprend bien votre raisonnement par rapport à même ce que vous disiez avant, il faudra en fait que François Hollande soutienne un peu plus ouvertement son ministre de l'Intérieur. Il faut que François Hollande assume la responsabilité qui est celle du président de la République, qui est de donner une ligne au pays. Et pour l'instant, sur ce sujet comme sur d'autres, ce qui manque le plus, c'est l'expression de cette ligne. Le fait qu'on laisse perpétuellement le débat entre Madame Taubira, Manuel Valls, les écologistes, tout ça, ce sont des désordres internes. Or, la responsabilité première du président de la République, c'est qu'il n'y ait pas de désordre
à la tête de l'État. Et de ce point de vue-là, il me semble que pour l'instant, les impératifs de la charge ne sont pas remplis. D'accord, bon, on reviendra sur certains sujets d'actualité plus tard dans l'émission, mais pour l'instant, on va en venir à vous, François Bayrou, puisqu'aujourd'hui nous sommes mi-octobre, et normalement, à cette date, c'est vous-même et Jean-Louis Borloo qui l'aviez annoncé, eh bien vous auriez dû avoir officialisé votre rapprochement. On l'attendait en début de semaine, et puis on a appris que l'affaire prenait du retard. Pourquoi ? L'affaire n'a pris aucun retard. Ah bon, mais vous annonciez mi-octobre ? Aucun retard. Parce que, permettez-moi de vous le dire, c'est notre calendrier et notre horaire, et pas le vôtre. Mais non, mais c'est vous qui l'aviez annoncé, je reprends les déclarations. C'est de deuxième moitié d'octobre, ça vous va ? Voilà. D'accord. Eh bien, c'est ce que nous ferons. Il n'y a pas de nous blocage, avons pris grand soin de marcher au rythme nécessaire, parce que c'est une affaire que nous considérons comme très importante, et de ne pas nous laisser dicter le temps de l'action par vous, même si vous êtes très sympathique et que nous apprécions beaucoup de travailler avec vous. Mais c'est pas vous qui faites ça. C'est nous. C'est une responsabilité lourde. Ça fait des années que ces familles politiques étaient dispersées, divisées, avec le choix que nous faisons aujourd'hui. Le choix que nous faisons aujourd'hui est très important pour l'avenir, parce que ça veut dire que nous rassemblons une force dans un moment où la vie politique française est sans dessus-dessous. Alors ça mérite, même si on a besoin de 3 jours de plus, nous allons les prendre. Prenez beaucoup de précautions. Où est la difficulté de l'exercice ? La difficulté de l'exercice, c'est que tout le monde avance du même pas. C'est que tout le monde comprenne, y compris les médias, et donc les citoyens au travers des médias, comprennent l'enjeu de cette affaire. Nous avons passé 10 ans dans des positions politiques très séparées. Oui, parce qu'il y a certains avec qui vous vous êtes à un moment affrontés. Enfin, on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, qui vous ont quitté en 2002, d'autres en 2007. Donc non, effectivement. Qui ne m'ont pas quitté, qui sont allés vers un parti unique de la droite. De la droite, voilà, et qui voulait que le centre soit au centre droit, voilà. Ce qui n'était pas votre cas. Voilà. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait que le centre soit libre et indépendant. Il peut avoir des alliances, ou il doit avoir des alliances. On ne peut pas changer la vie seul, mais il faut qu'il soit libre et indépendant. Mais il fallait quand même, tout le monde interprète cette évolution. Tout le monde se trompe. Mais voilà. Jean-Louis Borloo a dit lui-même qu'il vous laissait le temps d'expliquer, je cite, votre virage à droite. Eh bien, c'est une expression qu'il a regrettée et il l'a écrit pour me le dire. Il m'a écrit pour me le dire. Je pense que il voulait dire autre chose, mais pressé de questions par vous, il a utilisé cette expression qui n'est pas exacte. Et ce qu'il voulait dire précisément, m'a-t-il écrit, c'est opposition. Et je n'ai jamais confondu votre opposition au gouvernement. Et je n'ai jamais confondu opposition et la situation droite-gauche. Parce que je pense que résumer la vie politique française à droite-gauche, c'est absurde. Et vous allez voir à quel point c'est absurde. S'il n'y a que 2 camps, droite et gauche, où mettez-vous le Front National ? Oui. À droite. S'il n'y a que 2 camps, le Front National est à droite. Mais qui séduit des électeurs de gauche, évidemment. Et donc, vous voyez bien qu'il y a là, à cette minute où vous dites « vous êtes priés de nous obéir et de vous mettre droite ou gauche ». Mais c'est pas moi, c'est Jean-Louis Borloo qui disait ça, et visiblement il y a une ambiguïté je ne parle pas de vous. Vis-à-vis je parle du centre en général. droit. D'accord. La réquisition perpétuelle, l'obligation perpétuelle de dire gauche ou droite, c'est une obligation qui change la nature de la vie politique française, parce que dans ce cas-là, les camps rassemblent des gens dont les valeurs ne sont pas les mêmes. Christophe Joly. Votre condition sine qua non pour le rapprochement, c'est que le centre reste au centre. Ça n'est pas Sinon, il n'y aura pas condition. d'accord, c'est votre... Il y aura un accord. Que ça suppose aussi que Jean-Louis Borloo réoriente un peu son point de vue. Non, chacun fait un pas vers l'autre et on se comprend. On avance. Visiblement, pas toujours. Hein. Bon. Non, vous vous trompez complètement. Si je vous mettais en demeure à mon tour, que vous me disiez sur quel point on n'avance pas, je serais ravi de vous entendre. On y viendra. Alors, sur cette fameuse charte, justement, est-ce que vous avancez parce que c'est ça qui doit être le signe de votre fusion, enfin de votre rapprochement, c'est une charte. Donc cette charte, elle est pour ainsi dire écrite. Qu'est-ce qu'elle va contenir ? Est-ce que c'est des généralités sur l'engagement européen, par exemple, ou des choses beaucoup plus précises ? Elle dira, cette charte, le jour où nous l'aurons écrite ensemble, elle dira d'une part la gravité de la situation qui fait que nous prenons la décision de constituer cette force ensemble,
elle dira des principes qui sont les nôtres, notre identité, et elle dira quelles seront les grandes lignes de notre organisation. Voilà les 3 choses qui me paraissent nécessaires. Vous dites qu'elle est écrite dans un texte de cet ordre. Qu'est-ce qu'il vous reste Christophe à finaliser pour qu'elle soit signée? Simplement que tout le monde soit en accord avec Parfait accord. tous les mots qui sont Encore le écrits. Non, ne dites pas que ça n'est pas le cas. C'est une question. Alors, je vous dis avec précision que les choses non seulement avancent, mais elles avancent d'un bon pas. Et justement, donc, sur Frédéric Delpech. l'organisation, ça veut dire que vous gardez vos noms de partis, Modem, Eh bien, UDI? je serais ravi que vous le découvriez avec nous quand, dans quelques jours, nous rendrons public notre décision. Alors, je vais poser la question différemment, est-ce que vous souhaitez que la marque Modem survive d'une façon ou d'une autre? Ça n'est pas d'une façon ou d'une autre. Aucune des 2 formations ne veut perdre son identité. Voilà. Et c'est bien légitime, parce qu'une identité, c'est une histoire. Et nous avons une histoire qui a fait que, en effet, ce nom-là est devenu un signe de ralliement pour un certain nombre de Français. Il faut que les 2 courants réussissent leur addition. Et ce n'est pas évidemment simple. D'accord. Ça oblige à ce que tout le monde assume et prenne sa part de ce rassemblement. Ce sera D'accord. une marque Modem UDI, quoi, quelque chose comme Vous ça. verrez. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours dans le rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News, LCI. Dernière question quand même sur cette maison commune, même si on saura tout dans quelques jours. Qui sera le chef? Puisqu'on a cru comprendre que Jean-Louis Borloo n'avait plus très envie de gérer la boutique. Ce sera vous qui allez animer tout ça? Je penserais très malsain que les uns ou les autres aient à l'esprit de prendre un avantage sur l'autre. Mais quand même, Très une malsain. maison commune avec des additions sans Eh chef, bien, on a du mal à imaginer. Je n'ai pas dit sans chef. Ah oui, alors. Là, je n'ai jamais cru, ou en tout cas, il y a plusieurs décennies que je ne crois plus au spontanéisme. Je ne crois plus que l'autogestion, ça marche. Alors, qui sera le chef alors? Je pense qu'il faut des chefs, mais on n'est pas obligé d'avoir un qui est... Une coprésidence, quoi, quelque chose comme ça. En tout cas, une responsabilité partagée, et je trouve que c'est la moindre des choses. Si nous devons additionner et pas soustraire, il faut que tout le monde se sente à l'aise dans la construction que nous allons mettre en place. Juste un tout petit mot un peu plus personnel. Vous avez quand même eu dans le passé des mots qui n'étaient pas toujours très tendres et même durs à l'encontre de Jean-Louis Borloo. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme Borloo, quel regard vous portez sur lui? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que vous rediriez ce que vous avez dit? Dans les affrontements, moi je suis d'un pays de rugby, vous savez, quand il y a une mêlée ouverte, dans les mêlées, on y va gaiement. Je veux dire, chacun défend avec quel engagement, et quelquefois un peu plus que de l'engagement, virilité, et quelquefois un peu plus que de la virilité, son point de vue. Et de ce point de vue-là, il y a eu des mots venant de chez eux en direction de nous, et peut-être aussi quelquefois, mais j'en ai pas souvenir, venant de chez nous en direction d'eux. Et donc, ces échanges d'amabilité... Quand il avait été question qu'il soit Premier ministre, vous aviez l'air de douter de sa capacité à être Premier ministre à Matignon. Ces échanges d'amabilité qui sont dans le feu de l'action, tout cela, c'est derrière nous. Et alors... Il faut comprendre que, bien sûr, ça a été des chemins différents. Bien sûr, parfois, ça a été douloureux. Excusez-moi de vous dire, quand un certain nombre d'élus sont partis à l'UMP au début de la décennie précédente, 80% des élus de notre famille politique sont partis à l'UMP. J'étais pas content. Ça, c'est vrai. Parce que je pensais qu'ils faisaient fausse route. Vous vous souviendrez que je suis allé à Toulouse devant la réunion constitutive de l'UMP, bien sûr, pour leur dire qu'ils se trompaient, qu'ils faisaient fausse route, et que si on voulait prétendre que tout le monde pensait la même chose, c'était qu'on pensait plus rien. Je pense que je ne me trompais pas. Et donc j'étais très engagé et assez mécontent de ce qui se passait. Je trouvais qu'il y avait une prise de contrôle qui était abusive. Donc c'est vrai que je l'ai dit. Et de la même manière, ils ont pu trouver que des positions que j'ai prises n'étaient pas les bonnes, ne les satisfaisaient pas. Mais
lorsque vous décidez de bâtir ensemble à partir de gens qui se sont opposés, il faut tourner la page sur ces oppositions et sur ces affrontements et sur ces injures. S'il y a eu injures, jamais de ma part. Ah, c'est vous qui l'avez dit, l'injure. Non, mais quelquefois, j'ai lu des choses, évidemment, qui étaient un peu désagréables. Vous tournez la C'est page. la vie. Et alors, pour terminer, dernière chose, il y aura dans cette maison commune un candidat unique en 2017. Alors, vous l'avez dit, vous ne voulez pas vous projeter, effectivement, mais vous avez quand même été candidat en 2002, 2007 et 2012. Pourquoi vous ne le seriez pas en 2017 ? Parce que ça n'est pas dans ma ligne de mire. Qu'est-ce qui peut vous en empêcher ? Ça n'est pas sur mon écran de contrôle. Parce que quand même... Pas encore ? Pas du tout. Je pense que l'état du pays est trop préoccupant, trop inquiétant pour qu'on laisse entrer la moindre once de calcul personnel dans tout ça. Vous comprenez ce que je dis ? Je pense que ça va trop mal pour des ambitions personnelles. Et je pense que si l'accord que nous préparons avec Jean-Louis Borloo, avec l'UDI, les autres responsables de ces deux familles, l'accord que nous préparons, c'est un accord qui dit en particulier que nous mettons les questions personnelles au deuxième plan. Ça veut dire que tous ceux qui se positionnent déjà ne manifestent que des ambitions personnelles, à l'image de François Fillon ? Non, je n'ai pas dit un mot de cet ordre. Est-ce qu'on peut considérer que... C'est une interprétation de Christophe votre part. Joly. Moi, je dis en tout cas que notre responsabilité est aussi une responsabilité d'exemplarité. On doit montrer un exemple. Quand tout va bien, chacun essaie de tirer son épingle du jeu et de jouer sa carte. Mais aujourd'hui, ça va mal pour le pays. D'accord, donc il y aura des primaires, ça vous l'avez dit normalement au sein de cette maison commune. Modem UDI, vous savez pas du tout aujourd'hui si vous serez candidat ou pas à ces primaires, pas la moindre idée là-dessus. C'est une question qui ne se pose même pas à moi. D'accord. Vous comprenez ? On comprend. On comprend. Lorsque vous assistez à des événements, que vous trouvez des événements graves pour votre famille, vous n'en êtes pas à vous demander comment vous allez organiser une fête, vous comprenez ? D'accord, la primaire étant une fête. Alors on va en venir justement aujourd'hui, et vous l'avez dit, à votre logique d'opposition, enfin votre opposition, vous avez évoqué certains aspects, la situation va mal, dites-vous. Alors on va commencer peut-être par un sujet d'actualité, le budget, Christophe Delpech. Alors sur le budget, on voit que la discussion à l'Assemblée est assez tendue. Vous répétez régulièrement que c'est un budget d'hyper-fiscalisation et que le gouvernement matraque en quelque sorte les Français. Est-ce que, par exemple, vous êtes sur la même ligne que François Fillon lorsqu'il dit il faut sanctionner le gouvernement aux prochaines municipales sur cette thématique du matraquage fiscal ? Je ne confonds pas les élections locales et les élections nationales. Je pense que dans les élections locales, il y a des enjeux locaux, et notamment des enjeux de personnalité. Ou d'équipe, qui a dans une ville les épaules nécessaires pour entraîner cette ville et la porter. C'est ça les enjeux locaux. Alors après, dans les grandes villes, il y a des coalitions politiques. J'ai toujours regretté qu'elles soient trop importantes. Mais je reconnais que, ayant mené ce combat pendant 10 ans, j'ai pas réussi à convaincre autant de gens que j'aurais voulu qu'il fallait dénationaliser les élections locales. On reviendra sur les municipales. Le ras-le-bol fiscal, est-ce que c'est quand même une préoccupation des Français ? Deuxièmement, vous dites le principal reproche que vous faites au budget, c'est l'hyperfiscalisation. Le principal reproche que je fais au budget, c'est de ne pas faire conduire les réformes dont le pays a besoin. Parce qu'il est impossible d'obtenir l'équilibre des finances publiques pour lequel je me suis tant battu et depuis tant d'années, il est impossible de l'obtenir si on ne fait pas des réformes de fond. L'action publique en France, elle coûte environ 20% de plus que chez nos voisins, et pour un service dont le moins que l'on puisse dire, c'est que beaucoup de Français ne sont pas satisfaits. Nous dépensons beaucoup pour l'éducation nationale, on ne réussit pas à apprendre à lire je ne sais pas, il y a peut-être 30% des enfants qui ne réussissent pas à apprendre à lire. Notre système de santé est souvent encombré, on a l'impression qu'il est inefficace. Il y a beaucoup de services qu'on doit aux citoyens, aux usagers, qui sont mal remplis. Et donc, pour moi, le premier des reproches que je fais, c'est que le gouvernement ne prend pas le début du commencement de l'ombre des réformes de fond
très importante qu'il faut pour que la France devienne un pays qui sert mieux en dépensant moins. Donc, ça, c'est mon principal reproche. Mais vous n'êtes pas donc sur la même ligne qu'un certain nombre de responsables socialistes, par exemple, qui souhaiteraient, au contraire, davantage de mesures de pouvoir d'achat, de redistribution pour les Français. Ça appartient à la catégorie des vœux pieux. Lorsque vous êtes un pays qui a près de 4,5% de déficit annuel par rapport à sa production nationale, ce qui veut dire, je ne sais pas, 15% du budget national de déficit. Dans ce pays-là, prétendre qu'il existe un coffre secret dans lequel on pourrait puiser pour distribuer de l'argent, c'est un mensonge. Cet argent qu'on distribuerait, ça serait de l'argent emprunté et donc qui menacerait de faire couler notre pays à terme proche. Nous allons approcher des records de notre endettement. Et nous sommes, de ce point de vue-là, menacés de ne pas pouvoir faire face. Si on ne voit pas ça, on ne voit rien. Et donc, quand on ne dit pas la vérité aux gens, au peuple, aux citoyens sur ce sujet-là, on les trahit. On trahit le mandat civique, politique, qui est celui d'un élu par rapport à ceux qui l'ont élu. Donc François Hollande trahit d'une certaine façon son mandat. J'essaie de choisir les mots qui me vont. Alors n'essayez pas de me faire dire des mots qui ne me vont pas ou qui dépasseraient ce que j'ai envie de dire. François Hollande, sa mission devrait être de poser devant le pays les questions majeures de son avenir. Je constate qu'il ne le fait pas. Christophe Joly. Vous parliez de réforme à l'instant. Quelle lecture faites-vous de la mise en œuvre des rythmes scolaires, de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée? Vous qui étiez ancien ministre de l'Éducation nationale. Si je dois dire tout ce que je pense, c'est une question seconde, c'est pas une question première. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que vous y êtes favorable d'une part? Est-ce que vous pensez qu'on est allé trop vite? Parce que les municipalités ont des difficultés à le mettre en œuvre. Vous voyez bien que c'est un incroyable désordre. Les communes mettent en place... des expériences, des expérimentations, des Donc Vincent Payon a voulu aller trop vite, selon vous? Non, je ne dis pas ça. Je pense que les rythmes scolaires, ça n'est pas la question première de l'éducation. La question première de l'éducation, pour moi, c'est la faillite dans laquelle nous sommes entrés peu à peu et sur laquelle nous glissons, qui fait que les acquis qui rendent un enfant libre, autonome, capable d'apprendre, ces acquis-là ne sont pas maîtrisés par les enfants. Le premier de ceux-là, c'est la lecture. Deuxième, c'est le calcul. Le troisième, c'est un repérage dans le temps, qu'on appelle l'histoire. Vous voyez, c'est des choses très très simples. Donc si vous aviez été ministre, vous n'auriez pas mené cette réforme? Si j'avais été ministre, j'aurais mis cette réforme à sa place. On y aurait réfléchi, peut-être on aurait pris 1 an ou 2 de plus pour que tout le monde y adhère. Mais j'aurais dit, la question principale n'est pas celle des rythmes scolaires. Peut-être on aurait pu imaginer d'autres choses. Par exemple, avoir plus de semaines où on enseigne dans l'année. Parce que là, pour l'instant, on a considéré la question du temps scolaire à l'intérieur de la semaine. Mais peut-être y a-t-il un moyen de considérer le temps scolaire à l'intérieur de l'année. C'est-à-dire raccourcir un peu les vacances, raccourcir un peu les vacances. Mais il y a des questions touristiques qui se posent. Oui, puis on voit bien aussi à chaque fois qu'on économiques. tente de réformer, ça passe pas finalement. On considère que ce sont des réformes entre parenthèses de bon sens pour les enfants et puis finalement tout de suite des oppositions. Donc c'est un problème de méthode. Je vais aussi, essayer de reprendre les choses. La question principale de l'école, c'est la pédagogie. C'est la capacité que certains maîtres ont à transmettre aux enfants à 100%. Et que d'autres maîtres n'arrivent pas à transmettre simplement parce que le travail sur la transmission, sur la pédagogie, n'est pas fait avec l'engagement scientifique, par exemple. Donc la question des rythmes scolaires, toute cette réforme était secondaire. On n'aurait pas fait l'économie. J'ai choisi le mot, j'ai dit seconde. Seconde, pardon. Je ne dis pas qu'elle est secondaire, mais je dis qu'elle est seconde. C'était pas la priorité. Et que focaliser toute l'attention de l'école, de la société française sur cette question des rythmes scolaires, c'est, à mon avis, se tromper sur l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que l'école transmet ou pas? Et je ne crois pas qu'un atelier d'1h30 le mardi et le vendredi puisse changer quelque chose à la transmission de la lecture. Je ne le crois pas.
Vous êtes très critique à l'égard de François Hollande. Est-ce que vous regrettez d'avoir indiqué que vous voteriez pour lui à titre personnel il y a un an et demi? Le choix que j'ai fait a été fait pour des raisons essentielles qui tenaient à l'idée que je me fais de mon pays. Et ce choix, je vais bien le redire en une phrase. Qu'est-ce qu'il y avait qui m'a séparé de Nicolas Sarkozy? C'est qu'il avait choisi comme rampe de lancement électoral d'opposer, de cultiver les oppositions des Français entre eux. Or, pour moi, la mission première d'un président de la République, c'est l'unité du pays. Donc, après un an et demi d'exercice, est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Les circonstances de cette époque sont absolument justifiées pour moi. Mais j'attendais de François Hollande qu'il prenne à bras le corps, comme il s'y était engagé, les questions de notre pays, les questions majeures de notre pays. Donc, et ça, il ne l'a pas fait. Vous êtes un électeur déçu? De ce point, je crois qu'on est 10 millions de Français mais vous le referiez? Qui considèrent qu'il y a une déception à l'égard de François Hollande. Si c'était à refaire, vous referiez ou pas? Je vous ai répondu de la manière la plus explicite que je pouvais trouver. Alors, est-ce que ce que vous reprochez à François Hollande, est-ce que c'est ce qui explique cette impopularité croissante du chef de l'État qui ne cesse de baisser dans les sondages? Est-ce que c'est lié à cette manière de gouverner, au fait de ne pas prendre les décisions, comme vous le dites? L'impopularité, ce n'est pas grave quand vous faites ce qu'il faut faire. C'est vrai que quand il y a des décisions lourdes à prendre, il arrive quelquefois que le pouvoir ou que les responsables soient impopulaires. Ça n'est pas grave. Parce que... À ce niveau d'impopularité, ça commence à le devenir quand même. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il n'est pas grave que des gouvernants qui font des choses difficiles se trouvent impopulaires passagèrement. Ça n'est pas grave. Mais être impopulaire quand on ne fait pas les choses, alors ça, c'est une question qui se pose, qui est lourde de sens et lourde de conséquences pour l'avenir. Et ce que je reproche à François Hollande, c'est pas tant son impopularité que l'absence des orientations majeures que le pays réclame. Je vais prendre un exemple très, très simple qui ne coûte pas un centime. François Hollande s'est engagé, et notamment par écrit à mon endroit, s'est engagé à la moralisation de la vie publique en France. Moralisation, vous voyez bien tout ce que ça concerne, les institutions, la complexité incroyable de nos collectivités, la vie parlementaire, le cumul des mandats. Et alors, il n'a rien fait, il a quand même lancé des choses. Le cumul des mandats, le financement de la vie publique, la règle qui devrait être une règle d'or que les parlementaires soient soumis aux mêmes règles fiscales que les autres. Tout ça, il n'a rien fait, ou quasiment rien, de ce qu'il avait promis. Et il m'avait... Alors on dit il y a des résistances parlementaires. Mais il m'avait écrit, s'il y a des résistances parlementaires, j'irai au référendum. Parce qu'en effet, je ne crois pas qu'on puisse faire la moralisation de la vie publique avec l'assentiment de ceux qui devront renoncer Donc il aurait dû à un faire ce certain nombre de référendum, privilèges. en fait. Il aurait dû faire la moralisation. Il aurait dû prendre le cahier des charges que tout le monde s'accorde à reconnaître comme indispensable sur la moralisation de la vie publique. Et après, s'il y avait des résistances parlementaires, le référendum était une arme justifiée. Exceptionnelle, impopularité exceptionnelle, vous le dites. Est-ce que vous iriez à dire, comme Jean-Louis Borloo, qu'il faut, dans cette situation exceptionnelle, aujourd'hui, soit une dissolution de l'Assemblée, soit un référendum organisé par le chef de l'État? Je ne crois pas à la dissolution dans les circonstances où nous sommes, parce que il aurait fallu... C'est un point de désaccord avec Jean-Louis Borloo, alors? Ça arrive, ce n'est pas un point de désaccord, c'est un point de débat. Il aurait fallu changer les règles électorales. D'ailleurs, je rappelle que François Hollande s'y était engagé. Ça fait aussi partie de ce qu'il n'a pas fait en dépit de ses engagements. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de dissolution avec les mêmes règles électorales parce que vous arriveriez, évidemment, ce serait une démission ou quelque chose de cet ordre. Donc, je ne crois pas à cela, mais je pense que la situation est grave et va se révéler grave et que François Hollande devrait en prendre la mesure et s'occuper un peu moins des équilibres subtils à l'intérieur des tendances différentes et des nuances innombrables de son parti pour, au contraire, affirmer une ligne. Ce qu'on demande au président de la République, c'est de la décision et pas de l'indécision.
D'accord. Alors, bon, on va passer à une autre séquence maintenant. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours dans le rendez-vous politique des Indes Radio Métro News LCI. On va parler maintenant des municipales, puisqu'au départ, et d'ailleurs, il faut le rappeler, l'objectif du rapprochement avec l'UDI était de présenter des listes communes MoDem-UDI aux européennes, mais aussi... Aux européennes. Mais aussi aux municipales. Premier objectif, les européennes. Alors, d'accord, mais alors il y a aussi la question des municipales qui se pose avec plusieurs cas concrets de villes. Alors, quelques exemples. Les différentes radios du groupement Les Indes Radio vous posent des questions. La première est posée par Florence Bléas de la radio Tendance Ouest et elle concerne la situation de la droite et du MoDem à Caen. On l'écoute. François Bayrou, en Normandie, le président du MoDem dans le Calvados vient de proposer un sondage pour désigner le chef de file de la droite et du centre pour les municipales. Il y a à Caen un candidat MoDem, un candidat UDI et un candidat UMP. Au premier reviendrait la mairie, au second l'agglomération et au bon dernier le poste de premier adjoint de la capitale régionale. Cela vous semble-t-il politiquement correct, François Bayrou, d'envisager un tel sondage avant même de parler d'un projet commun pour cette ville et surtout pour ses habitants ? Je pense que le projet passe avant, mais je pense que l'impératif de rassemblement fait que les différentes sensibilités, tendances et candidats doivent trouver un moyen de se rassembler. Je pense que c'est légitime. Alors, je ne sais pas si c'est un sondage ou une compétition ouverte. Enfin, l'un et l'autre me vont bien. Mais si Rodolphe Thomas propose ça, c'est qu'il a sûrement raison. D'accord, ok. Donc l'objectif étant de se rassembler, MoDem, UDI, même si l'objectif, vous le disiez, de l'accord avec l'UDI n'était pas uniquement et pas principalement les municipales. Alors, autre situation non tranchée, ou du moins non, pardon. On a vu une situation non tranchée, on passe maintenant, c'est compliqué parfois le MoDem, à une situation... Non, là c'est vous, excusez-moi, c'est vous qui compliquez les choses parce que vous avez du mal à suivre. Mais ce qu'on vient d'entendre est au contraire parfaitement ordonné. Mais la situation d'après l'est peut-être moins alors. On va voir maintenant une situation où le MoDem s'est allié à l'UMP, ça se passe à Angers et c'est une question d'Alouette, la radio du Grand Ouest posée par Denis Lebars, son directeur de la rédaction. Monsieur Bayrou, vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'à Angers, les militants du MoDem ont décidé de se lancer dans la bataille des municipales aux côtés du candidat UMP Christophe Béchu, le président du Conseil général du Maine-et-Loire. Les militants ont pris cette décision après avoir sollicité le candidat dissident de la gauche angevine. Pouvez-vous nous dire concrètement ce qui a fait pencher la balance en faveur de l'UMP ? Non, alors ça, je veux pas intervenir dans ce genre de discussion. Et donc, je vais vous dire le principe de toute cette affaire-là. Je considère que chaque commune est un cas particulier. Et c'est parfaitement légitime si on prend ce cas-là. Apparemment, l'UDI n'est pas sur la même ligne que l'UMP à Angers. Tout à l'heure, vous me disiez, mais vous allez avoir un problème avec l'UDI parce qu'ils sont toujours avec l'UMP. Non, il y a des différences. Oui, mais là, le candidat MoDem, il va voir d'abord la gauche, après il va voir la droite. On se demande quel est le critère. Vous vous trompez, ne dites pas de bêtises à l'antenne. Ce que vous n'avez pas entendu, c'est un candidat dissident. Il y a en effet une personnalité de gauche qui ne se reconnaît pas dans le PS, qui est d'origine syndicaliste, je crois, et qui est une personnalité dont tout le monde pense qu'il avait des qualités pour se lancer dans cette bataille. Et donc, naturellement, le MoDem qui est au centre a dit, tiens, une personnalité qui a une expérience syndicale et qui peut-être peut s'imposer dans une ville comme Angers, on est prêt à travailler avec lui. Puis il a renoncé, visiblement, cette personnalité, à y aller. Alors il regarde le champ politique et il cherche des alliances parce qu'il pense que se présenter tout seul, il n'arriverait pas à convaincre ou à remporter un premier tour. Bon, quoi de compliqué dans cette affaire? C'est vous qui compliquez. Donc on ne va pas faire une troisième ville, si vous permettez, ou une quatrième. Parce que quand même, juste une dernière qui est emblématique. En fait, ces cas, et justement, c'est intéressant d'avoir vos explications. La dernière, elle est peut-être justement la plus emblématique de ce qui peut-être pose problème aujourd'hui. C'est le cas de ville où le MoDem est allié au PS depuis les dernières municipales. C'est le cas à Dijon, qui est peut-être effectivement plus emblématique au niveau national. Alors là, on écoute la radio Cassis FM qui a interrogé la semaine dernière le patron du MoDem local, François Desailles, qui est lui adjoint au maire PS sortant François Rebsamen et qui souhaite renouveler l'accord. On l'écoute et puis on parle justement de la situation de ces villes.
Nous rencontrons François Rebsamen pour discuter de l'avenir et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir continuer à travailler ensemble sur un programme commun, partagé. Vous entendez plutôt bien donc avec François Rebsamen, vous l'avez dit, l'entente avec l'UDI localement. Ça donne quoi aujourd'hui ? Avec l'UDI au niveau national, je considère qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'entendre, car au niveau des européennes, notamment, nous avons des futures élections européennes de juin prochain, nous avons un langage qui est très proche, nous avons des idées qui sont très proches, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'entendre. Par contre, au niveau local, c'est vrai, l'UDI a peut-être tendance à faire un choix exclusif d'alliance avec l'UMP, et ça, je ne veux pas rentrer dans ce deal-là. Pour moi, dans un projet municipal, on doit pouvoir regarder le projet, ne pas s'obliger à s'allier avec un parti, car il y a parfois des projets tenus par l'UMP qui ne sont pas bons, ou inversement de l'autre côté. Je ne veux pas rentrer dans ce choix systématique. Pour moi, on regarde au cas par cas ce qui se passe, dans l'intérêt des habitants. Vous avez dit que la situation... c'est très bien. Très bien. Ce que ce garçon a dit est très bien. C'est très juste et c'est très bien. Il y a dans une élection municipale des enjeux d'abord qui concernent la ville et ses habitants. François Rebsamen est une personnalité respectable, je pense que personne ne peut dire le contraire, et nous sommes dans la même équipe depuis 6 ans. Bon, c'est normal quand on est dans la même équipe de garder la solidarité de cette équipe. On a fait des choses ensemble. Je veux vous rappeler quelque chose qui vous aura sans doute échappé. Jean-Claude Gaudin a été pendant des années l'adjoint de Gaston Defferre à Marseille. À Marseille, oui. Vous entendez ça, Jean-Claude Gaudin, qui est une personnalité emblématique de l'UMP, il a été pendant des années l'adjoint de Gaston Defferre, le maire socialiste emblématique de Marseille. Est-ce que pour autant ça l'a disqualifié ? Non. Heureusement, il y a 36 000 communes en France. Dans, 35 500 de ces communes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un maire ou un chef de file, candidat. Que cherche-t-il ? Il cherche à avoir toutes les tendances de la commune sur sa liste. Vous entendez ce que je dis ? D'accord, ok. Il cherche, Un rassemblement. comme il est légitime, à ce que les sensibilités différentes de la commune se reconnaissent dans la liste qui va gérer la commune. 35 500 sur 36 000. D'accord. Donc, une immense, énorme majorité de plus de 90%. Et la politisation, camp contre camp, elle intervient dans les grandes communes et selon moi excessivement. Mais alors du coup, ça veut dire concrètement, pour terminer sur cet aspect notamment dijonnais, que ça ne vous pose pas de problème qu'à Dijon, le MoDem reparte avec le PS, comme à Lille, comme ailleurs, et qu'en fait l'accord avec l'UDI ne vaudra que pour les européennes. Je n'ai pas mis du tout Lille dans cette liste. D'accord. C'est vous qui le mettez. Non, mais je vous pose la question sur le principe. Non, mais arrêtez-vous une seconde. Il y a des communes dans lesquelles l'UMP est fâchée avec l'UDI. Oui. Il y a des communes dans lesquelles il y a des maires centre-gauche qui essaient d'élargir leur liste. Oui, et c'est bien. Vous entendez ? Ça n'est pas un crime qu'on ait, selon les communes, des configurations différentes. Il y a des maires, Marseille, il y a des maires plus à droite, il y a des maires plus au centre, il y a des maires centre-gauche, il y a des maires centre-droite. Mais en clair, il n'y aura pas d'accord avec l'UDI pour les municipales globalement. Eh bien, vous vous trompez complètement. D'accord, il y aura des... Il y aura... nous avons fait la liste, je crois qu'on est à plus de 90% d'accord. D'accord. Et donc, vous voyez à quel point l'essai de vouloir enrégimenter tout le monde selon les étiquettes. Moi, il y a des maires UMP que j'apprécie beaucoup, c'est pas un secret. J'ai des liens avec Alain Juppé que j'apprécie beaucoup. Il y a des maires UMP que je n'apprécie pas moi seulement, mais que des sensibilités différentes. Eh bien, c'est comme ça. D'accord, mais aujourd'hui, vous nous dites encore, il y aura 90% à peu près des villes où il y aura des accords avec l'UDI, dont on avait pu douter ces derniers temps, donc vous nous confirmez aujourd'hui. Je vous confirme qu'il y aura 90% parce qu'il y a un principe de cohérence générale que nous défendrons, mais il n'est pas impossible de considérer que, ville par ville, il faut regarder la situation locale. Au lieu d'être aveuglé avec des œillères partisanes, je défends l'idée que
un maire, ça n'est pas seulement le représentant d'un parti. Frédéric Alors, Delpech, justement, Marseille. On parlait de Marseille, vous en parliez à l'instant en évoquant Jean-Claude Gaudin. Est-ce que Jean-Claude Gaudin fait partie de la liste de ces maires UMP que vous souhaitez reconduire? Est-ce qu'il faut une nouvelle candidature de Jean-Claude Gaudin? Et puis une deuxième question que je vais vous poser aussi. Quel regard vous avez porté sur la primaire socialiste dont le premier tour a eu lieu dimanche dernier? Est-ce que c'est un bon exercice? Est-ce que c'est un bon candidat qui va en sortir ce dimanche? Ça, je n'en sais rien. La première question, Jean-Claude Gaudin est quelqu'un que je respecte, que j'aime bien, avec qui j'ai des liens personnels. Pour autant, la configuration municipale à Marseille, elle mérite d'être examinée, parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes locaux qui se posent. Je trouve que la primaire que nous avons vécue est une primaire assez caricaturale, assez emblématique d'une espèce de clientélisme systématique, avec des pratiques qui sont des pratiques que tout le monde a dénoncées comme étant inquiétantes ou en tout cas anormales, et que ça ne donne pas forcément le bon exemple. Donc ça veut dire en clair que suivant le résultat de la primaire, puisque la primaire PS dimanche va départager Samia Ghali et Patrick Mennucci, suivant le résultat, vous envisagerez vos alliances différemment? On peut dire ça comme ça? Non. Aucune alliance ni avec Patrick Mennucci ni avec Samia Ghali? Pour l'instant, ça me paraît impossible. Et vous vous préparez donc du coup plutôt à vous allier avec Jean-Claude Gaudin? Ça dépend. On peut aussi imaginer qu'une troisième liste se constitue avec des personnalités fortes et emblématiques qui pourraient penser qu'elles ont quelque chose à dire aux Marseillais. Mais c'est très difficile pour une raison qui vous échappe, mais que je vais vous rappeler. À Paris, à Lyon et à Marseille, il y a un mode de scrutin inique, scandaleux, qui fait que les citoyens ne choisissent pas leur maire. Et c'est un mode de scrutin qui est organisé par arrondissement, qui fait que, ou par secteur, qui fait que si vous n'êtes pas dans les deux premiers, vous êtes souvent éliminé de la représentation. C'est honteux, c'est le cas à Paris, c'est le cas à Lyon et c'est le cas à Marseille. On aurait dû changer cette loi pour avoir un minimum de démocratie. Normalement, le maire, pour moi, dans une commune, ça devrait être celui qui obtient la majorité. Pas qui obtient la majorité dans un secteur, qui obtient la majorité dans la ville. Je veux vous rappeler que Philippe Séguin avait obtenu, quand il s'est présenté à Paris, plus de voix que Bertrand Delanoë, qui a été élu. Mais par le jeu de cette loi, qui est une loi antidémocratique, je pèse mes mots, scandaleuse, qui fait que le vote des citoyens ne pèse pas le même poids selon qu'ils appartiennent à un secteur ou un autre secteur. D'accord, enfin en tout cas... Non, ne dites pas... D'accord. Non, parce que, pardon, on est à 5 minutes de la fin, excusez-nous. Vous avez 52 minutes. Prenons le temps de considérer que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le change. Donc vous voulez changer ce mode de scrutin? Je trouve nécessaire d'en revenir pour les grandes villes françaises, pour les 3 grandes villes françaises, à un mode de scrutin qui soit honnête. Le mode de scrutin que nous avons n'est pas honnête. Et vous qui êtes des observateurs, des journalistes et des citoyens, vous ne devriez pas vous contenter de dire d'accord, on va faire autrement, on passe à une autre question. Non, mais là, ce ne sera pas le cas pour les prochaines municipales. C'est pour ça, ce ne sera pas le cas pour les... C'est grave. Et ça empêche l'expression d'une démocratie locale. Parce qu'il faudrait que puissent se présenter des listes différentes. Or, aujourd'hui, ce mode de scrutin interdit à ces listes pluralistes de se présenter. Christophe Joly. Une ville où le mode de scrutin est honnête, c'est Pau en l'occurrence. Oui. L'UMP a investi un candidat, semble fermement décidé à s'opposer à vous, au candidat du MoDem. Est-ce que vous optez pour une troisième voie, à l'image de ce que vous décrivez pour Marseille? D'abord, je répète que quand je parle de Pau, c'est à Pau. Parce que les Palois méritent qu'on puisse s'expliquer avec eux sur ces sujets en proximité. Mais je dis une seule chose. La ville appartient au PS depuis 42 ans. Si on veut un changement, alors il faut le rassemblement. Mais si on ne se rassemble pas... que vous a fait l'UMP en investissant. Alain Juppé avait souhaité qu'il n'y ait pas de candidat UMP contre vous. Est-ce que l'UMP vous a fait de mauvaise manière? Si on ne se rassemble pas, ça veut dire qu'on veut perdre la ville. Donc vous ferez tout pour le rassemblement? Et donc je ferai tout pour le rassemblement. Malgré l'investiture pour l'instant de ce candidat. D'accord. Bon, pour finir, dernière question sur un sujet complètement différent. Dernière question d'une radio, celle de Loïc Barrère de Radio Orient, qui elle donc ne porte pas sur les municipales, mais sur la question de la laïcité.
Des responsables politiques veulent toujours de nouvelles lois pour faire appliquer la laïcité en France, dans l'entreprise ou à l'université par exemple. Mais la loi de 1905 a été votée à une époque où il y avait peu de musulmans en France. Alors est-ce que cette loi doit rester en l'état ou doit-elle être modifiée pour tenir compte des 6 millions de musulmans de France ? Dans le contexte, en plus, on le rappelle, de l'affaire Babylou, avec un dernier jugement aujourd'hui, l'Observatoire de la laïcité qui dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une nouvelle loi, d'autres qui disent au contraire qu'il faudrait une nouvelle loi pour mieux encadrer. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Que nous avons les lois, il suffit de les appliquer avec intelligence et avec volonté. Je veux vous dire qui je suis en un mot. Je suis un croyant. Et même, comme on dit, pratiquant, et défenseur de la laïcité. Parce que je considère que parmi les principes que la France a apportés au monde, à elle-même d'abord, et au monde, le principe le plus enrichissant, celui dont le monde a le plus besoin, c'est en effet cette séparation entre le temporel et le spirituel, entre l'État, la politique et la foi. Mais dans l'affaire de entre la crèche, la loi et la foi. Mais dans l'affaire de la crèche Babylou, on voit bien qu'il y a un problème d'interprétation, puisque c'est pas une crèche publique, c'est une crèche privée. La jeune femme souhaitait porter le foulard dans le cadre d'une crèche privée. Donc on voit bien que le conflit tient aussi à l'interprétation de la loi. Non, il y a des cours et des tribunaux, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Moi, je n'ai rien à ajouter sur ce point. Rien à ajouter, c'est-à-dire parce que là, on voit bien que la décision est encore en balance. La décision, elle va être prise. Quand on est un pays, il faut qu'il y ait des lois. Mais vous, votre sensibilité, elle est plutôt du côté de la jeune femme qui veut être voilée dans cette crèche privée ou plutôt du côté de la direction de la crèche ? Je ne veux pas aborder la question sous cet angle. Je dis, moi, qu'il ne faut pas de nouvelles lois. Encore une fois, j'ai traité de la question du foulard à l'école. C'est moi qui l'ai fait. Et ça a été un moment qui était particulièrement enrichissant et dur. Parce que on avait deux logiques qui se confrontaient. Donc, par exemple, il ne faut pas l'étendre à l'université, cette interdiction du... Je suis pour qu'on observe les lois qu'on a et qu'on n'en rajoute pas constamment. Je pense que la question de la place de l'islam dans la société française est une question très sensible et brûlante parce qu'elle pose aux yeux de beaucoup de Français l'idée qu'ils se font de l'avenir de notre pays dans des générations et qu'il est très important que les responsables publics sachent ce qu'ils disent quand ils disent laïcité. Quand ils disent laïcité, ils ne parlent pas seulement à la France, contrairement à ce qu'on voudrait croire. Quand ils disent laïcité, ça n'est pas seulement une question entre l'islam et la République, c'est une question universelle. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dans lequel il y a des forces qui veulent imposer la loi religieuse à la loi civile. D'accord. Et le principe qui doit être celui de la France, à l'intérieur et dans ses relations internationales, le principe qui est le plus généreux qu'on puisse trouver, vous savez que j'ai écrit sur Henri IV et l'édit de Nantes beaucoup, ce principe c'est, en France, nous avons depuis des siècles inventé un mode d'organisation de la société dans lequel le religieux est séparé de la loi civile. Il y a un domaine pour la foi et un domaine pour la loi. Et il faut que cette séparation soit respectée. Je considère, moi, que nous avons les lois nécessaires. D'accord, dans la situation actuelle. Eh bien, merci beaucoup, François Bayrou. C'est la fin de cette émission. Merci à tous.